Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Henri d'Anselme est-il un policier du raid, un fasciste, un illuminé ou un héros? Avant de répondre à toutes ces questions, je voulais, comme il se doit, remercier tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Cathy H, Claire Dumez, Le Darwinien, Muriel Chic, René Lévy, Ibar Castagnac et Matt Houston. Merci à eux du fond du cœur et je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité, pour tous les petits pouces levés, pour les gentils messages. Vous savez qu'on a besoin de vous pour lutter contre les curiosités de l'algorithme et puis aussi pour diffuser ces vidéos sur d'autres réseaux sociaux. Oui, merci encore une fois. Henri d'Anselme fait la une des journaux et les réseaux sociaux s'emballent. Qu'est-ce qu'on ne lit pas sur lui? Alors la photo, vous la connaissez, on y voit plutôt un sympathique jeune homme, mais voilà, certains ont vu derrière cette barbe, ce sac à dos, un policier du raid. Bon, physiquement, il n'est pas très impressionnant. Ses camarades, d'ailleurs, le qualifient un peu de grand garçon dégingandé. Alors, un policier du raid, mais pour quelle raison? À cause de ce t-shirt qu'il porte lorsque Macron le reçoit, on voit un AF et puis derrière un sigle un petit peu compliqué que je n'ai pas pu identifier. Il me semble que ce n'est pas un t-shirt du raid, c'est pas parce qu'il y a le drapeau français, mais le AF me rappelle quelque chose, c'est plutôt l'Action française. C'est un jeune royaliste, sa famille est très connue, les Anselmes, qui ont donné de très nombreux généraux et de grands généraux français. Donc déjà, confondre le logo de l'Action française avec celui du raid, ce n'est pas très juste. Ensuite, c'est ce qui a enflammé la toile, c'est ce fameux lapsus. Opération Oups. En effet, au lieu de dire attaque, il parle d'opération, il se corrige, il commet donc un lapsus. Une opération, ce serait donc une opération militaire, mais là encore, lorsqu'on regarde le document de LCI ou même des différents, ce sont les journalistes qui lui parlent d'opération policière, d'arrestation, etc. Et donc, il a fait un lapsus. Je tiens à signaler que si c'était en effet un policier du raid, voire de la DGSE, parce que j'ai lu aussi ce genre de choses, il aurait une légende, ce serait quelqu'un qui serait inconnu, ce ne serait pas quelqu'un d'une grande famille, et puis il n'a absolument pas le morphotype, il n'a strictement rien qui correspond à un agent secret. Non, ce n'est que de l'emballement. Je comprends très bien mes camarades des réseaux sociaux. Cette histoire est très bizarre, mais nous reviendrons sur ce qui est véritablement bizarre. Et puis certains disent « Oui, mais ce type, il ne fait rien de sa vie ». Attention, ce n'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit, Henri d'Anselme, c'est quelqu'un qui est connu, c'est quelqu'un que nous connaissons sur les réseaux chrétiens. En effet, j'ai le souvenir d'un garçon passionné, formidable et joyeux, sourit quant à lui l'ancien journaliste d'un média catholique, chez qui Henri avait fait près de 2 ans d'alternance jusqu'à son départ. Après les études de philo à l'IPC et l'obtention d'un master en management, Henri fut un temps tenté par le journalisme. Les auditeurs de Radio Courtoisie ont d'ailleurs eu l'occasion de l'entendre. Mais il a finalement mis tout cela entre parenthèses pour faire vivre son projet. Son projet, c'est le chant des cathédrales. J'avoue que j'étais assez enthousiasmé lorsque je suis allé visiter son Facebook et j'ai trouvé de très beaux reportages. Alors, il y a des endroits que je connais bien, comme la Sainte-Baume, et je vous conseille d'ailleurs d'écouter ce très beau reportage d'Henri d'Anselme. La Sainte-Baume, dites-moi si vous aimez ce nouveau format un peu plus long, bon, il vous explique ce qu'il a fait. Et puis n'hésitez pas, lors de votre prochain passage en Provence, à vous arrêter dans cet écrin de verdure hors du temps. Il parle très bien, il connaît son sujet, bravo, bravo pour toutes ces petites capsules. Et comme je vous l'ai dit, c'est surtout le chant des cathédrales et il m'a permis de connaître des cathédrales que je ne connaissais pas. Merci à lui. Cathédrale Aix-en-Provence, la cathédrale Saint-Sauveur, que je n'ai jamais visitée, abrite un des plus vieux baptistères octogonales de France, daté de l'époque mérovingienne et construit sur un ancien forum romain. Faux orgues, chœurs peints, couches successives d'histoire et d'architecture, n'hésitez pas à aller la visiter. Et oui, il n'en fallait pas plus pour qu'Henri Anselme soit pris pour cible par certains réseaux de gauche, par certains journalistes et par certains militants extrémistes. Oui, quand on est wokiste, Henri d'Anselme ne devrait pas exister. Alors je vais vous remettre la photo où il y a ce fameux t-shirt. Le AF, je l'identifie, comme je vous l'ai dit, pour Action française. C'est peut-être aussi un t-shirt scout. Si vous avez davantage de renseignements, dites-le moi.
Alors certains me diraient, oui, mais Action française, ce sont les fascistes, c'est l'extrême droite. Attention, l'Action française est un mouvement royaliste. Et comme dans tous les mouvements royalistes, il y a des gens qui peuvent être de droite très durs et d'autres qui sont beaucoup plus modérés. Je vous rappelle qu'en 1940, l'Action française s'est scindée en deux et la moitié a rejoint le général de Gaulle à Londres. On disait même à Londres qu'autour du général de Gaulle, c'était le beau temps mondain. Mais la force du gaullisme, ce n'est pas seulement de rassembler les gens à particules, c'est de rassembler le peuple français. Tous les Français, on était compagnons. Les Français étaient compagnons dans le gaullisme, hein, quelle que soit leur origine. Et vous aviez les matelots de l'île de Sainte, des ouvriers, des instituteurs, des professeurs, et puis des grands noms. Voilà, les compagnons du gaullisme, ne faisons pas d'amalgame. Et puis, cette famille d'Anselme, je vous l'ai dit, hein, a donné une flopée de grands généraux français. Donc, fascisme, certainement pas. Car quelles sont les actions fascistes ou même les propos fascistes d'Henri d'Anselme? Pas du tout. Il a au contraire montré des qualités chevaleresques, d'humanité. Les fameuses bonnes actions du scout, parce qu'il est chef scout. Pour ceux qui connaissent un petit peu cette tradition chrétienne du scoutisme, il y a des scouts, je sais, aussi athées, mais enfin, il appartient à un groupe de scouts chrétiens. Il faut faire une bonne action par jour, hein, c'est ce que disait le prêtre. Bon. Est-ce que c'est cela le fasciste? Pas le moins du monde. Alors, pour nos amis de Libération, c'était trop. Il était insupportable cet Henri d'Anselme, il est quasi parfait. Il fallait donc le salir, le souiller. J'avoue que cet article de Daniel Schneiderman est une sommité, comment dirais-je, de saleté. On a un petit peu l'habitude de lire ce genre de choses en l'aberration. Le chemin des cathédrales, je fais pendant 9 mois le tour des cathédrales de France. Ma volonté est de faire découvrir ces cathédrales, monuments magnifiques construits par nos ancêtres, abreuvés de grandeur. C'est ça qui peut nous pousser à agir dans le juste, dans le bon et dans le beau. Ces chefs-d'œuvre gratuits ont quelque chose à nous transmettre et une beauté dont il faut s'inspirer. Eh bien, j'ai envie de dire que oui, c'est un petit peu ce que nous faisons dans ces entretiens. On essaie de retrouver le bon, le juste et le beau. Sur le plateau de la chaîne du Cato Tradi Bolloré, vous remarquez les deux termes pour un gauchiste insupportable, Cato Tradi, hein, d'ailleurs on met des abréviations et même pas catholique traditionnel, hein, c'est un moyen encore de dévaloriser Bolloré, passe une sorte de frisson incrédule, un souffle de grâce devant tant de fraîcheur et de sincérité. Tous ces adjectifs, nous les acceptons, nous. Concrètement, pour Schneiderman, c'est de l'ironie fielleuse. Quelque chose comme c'est trop beau pour être vrai. On y reconnaîtrait presque, 7 siècles plus tard, la méfiance des interrogateurs de Jeanne d'Arc devant les ruses du malin. Saint authentique, imposteur, et là commence une attaque violente contre Henri d'Anselme. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Eh bien, d'être courageux, d'être dans cet esprit français chevaleresque. Bref, l'esprit chevaleresque pour Schneiderman a quelque chose de moisi. Et je voudrais quand même rappeler quelque chose. La France était une terre de héros, une nation qui fabriquait des héros, quelle que soit leur origine, leur classe sociale. Il y avait cette éducation, que je connais bien, de celle d'Henri d'Anselme, la bonne action, le bon chrétien. Mais lorsqu'on ne croyait pas, il y avait aussi ce qu'on appelait le credo laïque, que l'on retrouvait dans les manuels scolaires, hein, le Tour de France de 2 enfants, etc. Ce qui fait, par exemple, qu'en 1940 et 1945, il y a eu toute une série de jeunes qui se sont sacrifiés pour que la France soit libre. C'est l'esprit de la résistance. Il y a un très beau site que j'aime bien, c'est Paroles de combattants de la libération. 7 juin 1943, j'ai pris au hasard, hein, l'instituteur fait classe quand la police surgit. Il tente de fuir en vain le 13 décembre, il confie au sien sa fiancée. Recevez comme si elle était ma petite femme adorée, mais laissez-la vivre, m'oublier, aimer. Puis Adrien Tigeot est fusillé, 20 ans. Ou on peut prendre ce monsieur aussi. 31 mai 1944, Villeurbanne. C'est l'après-midi, il fait très beau, écrit un jeune comptable à ses parents. Le prêtre vient aimablement de nous confesser avec Raymond, et nous sommes prêts à aller vers Dieu. Paul Tourette part peu après pour affronter le peloton d'exécution. 19 ans. Oui, la culture française fabriquait des héros. Cela se nourrissait de souvenirs chevaleresques du Moyen-Âge, les tragédies de Corneille, les héros de romans comme D'Artagnan, des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ou d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac.
Et puis, il y avait la réalité historique. Lorsqu'on voit le nombre de soldats français, d'officiers qui ont été capables de se sacrifier, qui se sont comportés héroïquement dans toutes les guerres, de Napoléon, en passant même de la guerre de 70, 14, 18, 39, 45, on l'oublie trop, jusqu'à Dien Bien Phu, on a bien compris qu'il y avait une tradition. Cette tradition s'inscrivait dans la culture chrétienne, bien évidemment. Henri d'Anselme est un scout, la bonne action, mais également dans une tradition républicaine. Il faudrait par exemple citer un très bon livre, Le Tour de France de deux enfants qui ont forgé, c'est-à-dire ce livre a forgé le moral, la mentalité des petits Français il y a un siècle. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi un tel effondrement? Pourquoi, selon le mot de Philippe Sollers, cela sentait le moisi? Eh bien, vous le savez, c'est mai 68 où on a dit aux gens, bien, c'est le moment de s'éclater, de s'épanouir, de ne penser qu'à soi, de ne plus penser aux autres. Il fallait être individualiste, il fallait devenir cet homo economicus de la société de consommation. C'est ça qui a détruit en quelque sorte la communauté française. Alors, il reste encore des paladins d'autrefois comme Henri d'Anselme qui ont conservé cette tradition et j'espère que son exemple permettra à d'autres petits Français eh bien, de perpétuer cette bonne vieille tradition française de l'esprit chevaleresque. On ne tape pas quelqu'un à terre, on essaie de défendre le plus faible. Voilà ce qu'on lisait dans les livres de morale, qu'ils soient chrétiens ou laïcs. Et d'ailleurs, Henri d'Anselme embête l'Élysée. Il y avait un narratif qui s'était dessiné et Henri d'Anselme a fait en sorte eh bien, qu'ils ont été obligés, bien, les hommes du pouvoir, à le modifier. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de regarder la place d'Henri lorsque le président Macron rend hommage à ceux qui ont porté secours aux victimes. Oui, Henri d'Anselme est marginalisé par la communication de l'Élysée. D'ailleurs, quand Emmanuel Macron vient serrer les mains des différentes personnes qui ont agi contre le terrorisme syrien, il ne connaît pas Henri d'Anselme, on ne lui a même pas fait de fiche. Il le découvre, très gêné. Oui, parce que le narratif, c'était quand même qu'un terroriste chrétien assassinait des enfants. Et qui vient se lever? Un jeune catholique. Forcément, cela fait un petit peu tâche. Alors on va revenir d'ailleurs sur ce terroriste syrien, car contrairement à Henri d'Anselme, il y a de très nombreuses zones d'ombre qui l'entourent. D'abord, il est toujours dans un état compliqué. On voit les policiers qui sont en train de le porter. Il a l'air drogué, il faut dire ce qui est. Il se roule par terre, il ne communique pas. Et ceux qui sont un peu spécialistes de ce genre de choses disent avec beaucoup d'ironie que ce sont les effets secondaires de certaines drogues. Voilà. Je vous renvoie à ma vidéo précédente. Et puis, ce qui gêne énormément d'internautes, c'est cet article, c'est cette parole du Canard enchaîné. Qu'est-ce qu'on lit dans le Canard enchaîné? La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, alors Aurore Berger, c'est pas Aurore Berger, c'est Horreur Berger. Il y a une petite coquille, je crois, dans l'article du Canard enchaîné, a trouvé un argument pour inciter les députés LR à parvenir à un accord avec Darmanin. Si les Républicains ne votent pas le texte et que 3 jours après, il y a un fait divers lié à un individu qui a fait l'objet d'une OQTF et n'a pas su être expulsé, ils auront expliqué aux Français pourquoi ils nous ont empêchés d'accélérer les procédures. À croire que les macronistes attendent cette éventualité avec une certaine gourmandise. Les vœux de la reine ont été exaucés. Étonnant, non? Et lorsqu'on crée un faux personnage dans les médias, il s'effondre très rapidement. J'en veux pour preuve ce que nous apprenons sur cet assassin d'Annecy. On nous l'avait vendu comme un chrétien pratiquant. Eh bien, ceux qui vont enquêter en Suède reviennent avec des informations bien différentes. La vérité est en train de poindre, nous dit Jean Messia, et elle va saturer les services de réanimation. L'assassin d'Annecy est inconnu de la communauté chrétienne syrienne de Suède où il est pourtant arrivé en 2011. Il n'y a fréquenté aucune église et aucun prêtre syrien ne le connaît. Bizarre, non? Et lorsqu'on nous avait dit qu'il était inconnu des services de police, qu'il n'avait pas de casier judiciaire, eh bien ce n'est pas vrai. On apprend qu'en Suède, il a été condamné pour avoir escroqué l'État suédois aux prestations sociales, plus de 50 000 couronnes, et qu'il a été condamné donc.
Autrement dit, s'il a été condamné en Suède, comment pouvait-il demander un dossier en France? Je crois que quand on a une condamnation, il est difficile de redemander un dossier dans un autre pays. Il n'aurait donc pas dû se trouver là. D'autant que s'il a menti sur sa religion, c'est là encore un fait assez étonnant. Un fait étonnant, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Caméra cachée, la directrice d'une ONG européenne dit enseigner aux migrants à mentir, à faire semblant d'être des chrétiens persécutés pour obtenir des permis. Voilà, la vérité commence à apparaître. Elle est très loin du profilage qui nous avait été donné dans les médias. Alors la question que l'on peut se poser maintenant, mais si c'est une opération de diversion, qu'est-ce qu'ils essaient de nous cacher? Il y a beaucoup de choses que les macronistes essaient de cacher. D'abord, la mise en place d'une société de surveillance. Une proposition de loi autorisant la reconnaissance faciale est en débat au Parlement. Les traîtres veulent créer à pas de loup une société de surveillance à la chinoise. Lorsqu'on a en tête la tuerie d'Annecy et les mots d'Aurore Berger, Horreur Berger plus exactement, on a bien compris que les LR sont sous pression. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a les scandales qu'essaient d'enterrer les macronistes, et notamment le scandale des fonds Schiappa. Braun-Pivet est en train de bloquer l'ouverture d'une commission d'enquête, accuse Thomas Porte. La séparation des pouvoirs n'existe plus. Emmanuel Macron a trouvé son point d'entrée à l'Assemblée. C'est ce que je disais dans mon précédent numéro. Un coup d'État institutionnel. Ce qui fait que ceux qui étaient attaqués dans le fonds Schiappa ressortent de leur trou, et je pense à l'inénarrable Rudi Reichstadt. Oui, il accuse l'extrême droite de le persécuter depuis des semaines. Une fraction significative de la complosphère d'extrême droite pousse des cris d'orfraie concernant les cofinancements publics que l'Observatoire du conspirationnisme a obtenus dans le cadre de ses activités de riposte au discours complotiste en ligne. Alors, vous avez du charabia, qui est une théorie du complot. C'est-à-dire que le gars qui combat les théories du complot fait des théories du complot. Parce que complosphère d'extrême droite, il se trouve que des gens de gauche, du centre, du milieu attaquent Rudi Reichstadt. Ce n'est pas l'extrême droite. Parce que l'extrême droite en France, elle n'existe pas. En tout cas, en partie institutionnelle. Ni le Rassemblement national, ni les autres partis gaullistes ne sont d'extrême droite. Rudi Reichstadt prend ses désirs pour des réalités. Alors, pourquoi il se met à hurler? Il nous explique que c'est pour défendre la République, etc. Mais Rudi Reichstadt, vous êtes exactement le signe que la République est en danger. Quand il y a des officines payées par le gouvernement pour attaquer les partis d'opposition, cela s'appelle comment, Rudi Reichstadt? Et lorsque vous dites oui, je reçois de l'argent public, mais vous avez vendu pendant des semaines, des mois, des années, le fait que et c'est écrit à l'écran, que votre Conspiracy Watch ne recevait pas d'argent d'État. Vous avez été pris les deux doigts dans la confiture. Comment osez-vous encore revenir sur les plateaux de télévision ou encore écrire ce genre de texte? Et puis il y a aussi d'autres choses que le gouvernement essaie de cacher, comme ça, discrètement. Vous voyez ce qu'on arrive à trouver dans la presse aux ordres. Pourquoi il faudrait repousser l'âge de la retraite à 68 ans? Pour ceux qui suivent ces entretiens, il n'y a rien de nouveau dans la mesure où je vous avais montré le projet d'Édouard Philippe de repousser la retraite en France de 64 à 67 ans. Et puis je vous avais aussi montré qu'au niveau européen, on est davantage vers 68 ans parce que c'est l'Europe qui veut imposer à tous ses citoyens la retraite à 68 ans. Et je vous avais même parlé de ce projet en Allemagne de députés libéraux qui veulent repousser la retraite à 72 ans. Il va falloir être très vigilant. Qu'en est-il de la motion de censure d'Elliott? Elle a été abandonnée pour le moment. C'est la France Insoumise qui a déposé une motion de censure. Mais vous savez que quand la France Insoumise dépose une motion de censure, la droite ne vote pas. Alors, on verra bien. Sinon, je voudrais vous remontrer la tête d'un héros français. Vous le connaissez, c'est le thème de ma vidéo, c'est Henri d'Anselme. Et maintenant, son antithèse. Son antithèse, c'est ce monsieur, c'est un macroniste. Il a un nom assez étonnant, il s'appelle Geronimo, Lucky Geronimo Richoux. Eh bien, ce collaborateur de la sénatrice Nicole Duranton a été placé en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est accusé de très nombreuses choses. Il séquestrait des jeunes femmes pour les abuser sexuellement, il filmait ses ébats ou il les torturait. Oui, vous entendez bien. Il abusait évidemment de stupéfiants.
Un très beau spécimen de macroniste qu'on va accrocher dans notre galerie, dans notre très longue galerie de spécimens. Puisqu'on parle de perversion, eh bien voilà ce qu'on peut voir sous nos abris de bus. Le gouvernement prétend-il lutter contre l'hypersexualisation des enfants? La réponse est en images. Cette campagne est une honte pour la France et les enfants français en âge de lire, soit dès l'âge de 6 ans, même 4-5 ans pour certains. Santé publique France, que cherchez-vous à faire en placardant ceci sous les abris de bus dans les gares? Oui, on peut se poser la question. Vous voyez comment ils font certaines choses en occultant le regard des Français sur d'autres choses. Et puis, il y a le dernier point, qui est à mon avis le plus important parce que nous n'avons quasiment plus d'articles à ce sujet dans la presse, ou tout au moins pour nous parler de la chose essentielle, que je suis depuis quelque temps. Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine, explique Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien Zelensky a fait état samedi 10 juin d'actions contre-offensives de son armée sur le front, tout en refusant de dire s'il s'agissait de la grande attaque préparée depuis des mois par l'état-major à Kiev. À part quelques communiqués dans la presse, nous n'avons plus aucune information sur ce qui se passe entre les armées russes et ukrainiennes. Peut-être que la réponse est en dessous de ce que vient de dire Zelensky. Guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine déclare que l'offensive ukrainienne a commencé à échouer. Est-ce qu'il serait un petit peu gêné aux entournures, nos amis de la presse aux ordres? Parce que j'ai lu dans Le Monde que cette déclaration du président Poutine était entièrement fausse, qu'elle ne reposait sur rien, qu'il y avait bien sur Telegram des vidéos qui montraient que les chars ukrainiens brûlaient, mais que c'était des fakes. Ah oui? Parce que lorsqu'on va sur les médias américains, CNN, le Daily Mirror, on trouve ce genre d'articles. Changement de temps des médias occidentaux, ils affirment depuis 1 an et demi que Poutine est à l'agonie et que la Russie a bout d'armes et de munitions et qu'elle va s'effondrer. Et voici que CNN annonce que la contre-offensive ukrainienne du jour se solde par un désastre matériel et humain. Cette information est reprise par le Daily Mirror. Donc, le monde n'est pas en accord avec la presse anglo-saxonne, c'est très très étonnant. Alors, ils essaient de nous dire, cette presse aux ordres, eh bien, que tout va mal du côté russe et que ce sont eux qui ont saboté le barrage de Kakhovka. On regarde cet article qui m'a bien amusé. En effet, cet article me fait penser à un sketch des inconnus sur la secte. Vous vous en souvenez, les Richenous? Vous avez le chef de secte qui est interviewé par un journaliste et lui demande d'où il vient, qui il est. Et le gars répond je suis le fils du Dalai Lama, je suis né au Tibet. Et puis bon, maintenant tu me donnes du pognon et tu te casses. Voilà, je le fais un petit peu de mémoire, je ne l'ai pas revu. Eh bien, dans l'article, c'est à peu près du même ordre. Ils ont trouvé la preuve que ce sont les Russes qui ont saboté le barrage de Kakhovka parce qu'ils ont un extrait audio de 90 secondes. Et on entend « Ce sont donc nos hommes qui l'ont fait, ce ne sont pas les leurs, ce sont les nôtres », déclare notamment l'un des deux occupants. « Notre groupe de saboteurs est là, ils voulaient faire peur avec ce barrage. Cela ne s'est pas passé comme prévu », ajoute-t-il. L'authenticité de l'appel n'a cependant pas pu être vérifiée, d'autant que le communiqué des services ukrainiens ne précise pas l'identité des interlocuteurs, l'heure ou le lieu de l'appel. Voilà, ils ont la preuve, mais ils n'ont pas la preuve, ils nous le disent en bas. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans un instant? Paraît-il que l'offensive russe n'est pas si bonne que ça. Poutine aurait menti. Il a tellement menti que c'est la panique dans le camp occidental, dans le camp de l'OTAN. Certains même sont en train de dire aux Ukrainiens d'arrêter l'offensive parce que c'est une boucherie. Et voilà qu'Emmanuel Macron, lui aussi, donne un peu de l'eau à mon moulin. Il vient contredire l'article des journalistes du Monde. Macron appelle l'Iran à mettre immédiatement fin au soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Iran fournit de ces drones très efficaces contre l'armée ukrainienne. Non, ça se passe très mal et c'est pour cette raison que nous n'avons quasiment plus aucun article dans la presse aux ordres. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur les réseaux sociaux, à lever le petit pouce bleu. Et puis, merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Au revoir.